Je crois que le débat, ça sera à la fin. Nous allons à présent suivre des témoignages de ceux qui ont vécu et qui vivent encore les atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons écouter d'abord Honorable Adidorudu Mawazo Baudouin. Député, vous pouvez venir. Chers compatriotes, bonjour. Vous avez suivi comment notre frère a souffert à prononcer mon nom. C'est un nom de l'Ituri. Nous sommes à la frontière avec le Soudan du Sud et aussi naturellement avec les Ougandais sur le lac, anciennement appelé lac Mobutu. Alors je m'appelle, je réponds au nom de Adirodu Mawazo Baudouin. Je suis médecin de formation. Si vous me voyez aujourd'hui acquis, installé, je suis en fait déplacé de guerre que les ennemis de notre pays nous ont imposés à l'Est. Donc je suis à Kinshasa depuis 2002. Pour aller rapidement, je n'aimerais pas aller dans beaucoup de détails, sinon ça prendra du temps. J'aimerais vraiment dire l'essentiel sur la balkanisation de notre pays. Autrement dit, le projet d'émiettement de notre pays. Toute personne qui est réellement congolais et qui ne croit pas à ce projet, c'est que réellement il ne l'est pas. Tout simplement. Puisque nous le vivons déjà. Nous le vivons déjà. Et pour ceux-là qui n'ont pas suivi la prise de position de notre évêque, Monseigneur Uringi, du diocèse de Bunia-Ituri, lors de son homélie pour célébrer la Pentecôte, il a dit clairement, et c'est lui qui est venu avec d'autres témoignages pour dire non, qu'il a été en Allemagne. Il a vu de ses propres yeux pourquoi il pouvait tromper. Que lui a présenté la carte expressement de la République démocratique du Congo, mais une carte qui prouve clairement que le pays n'est pas uni, mais le pays est partagé à 4 républiques distinctes. Et l'évêque révolté, il en a fait mention lors de son homélie de la Pentecôte passée. Et lui aussi, il a compris que finalement, les guerres interminables à l'Est participent justement à ces projets-là. Donc, nous sommes déjà dans ces principes-là. Et l'orateur qui venait de me précéder, il a même dit que toutes ces guerres-là concourent à un objectif qui n'est pas encore arrivé. C'est celui de faire décourager complètement la population de l'Est et accepter les principes de balkanisation par ce qu'on appelle, au niveau des Nations Unies, l'autodétermination du peuple. Ce n'est pas ça, mes frères. C'est cet aspect-là qui fait défaut. Nous acceptons mourir, mais nous ne voulons jamais donner cette occasion à nos adversaires pour qu'un jour le pays soit balkanisé. Alors à ce moment, nous ne pouvons pas combattre cette balkanisation seuls. Il faut absolument que la nation congolaise se mobilise, à commencer par son élite,
intellectuelle et particulièrement politique. L'évêque a dit, notre évêque, qu'il a vu la carte de notre pays, lui présentée en Allemagne. Mais les députés de l'Ituri, lors des mandats passés, 2011-2018, nous avons fait des déclarations, justement, pour dire que non, l'Ituri est en train d'être récupéré comme une porte d'entrée pour la balkanisation du pays. Et ses ennemis procèdent par la guerre. Et celui qui vous parle a vécu la guerre dans sa propre chefferie par un groupe armé appelé à l'époque FRPI. Donc force de résistance patriotique à Ituri. J'ai participé, tout en étant médecin chef de zone de santé de Boune à l'époque, je soignais gratuitement les Ougandais, les Rwandais, j'étais contraint à les faire. Mais j'ai participé à cette résistance intellectuellement. J'ai contribué à la rédaction de manifestes de cette résistance-là. Puisque cela nous disait clairement, vous avez le pays, mais nous avons le pouvoir. Et ils avaient le pouvoir de faire tout ce qu'ils voulaient sur nous. Même élimination physique. Ils l'ont fait. Alors, il y a un groupe de résistance qui est né, mais qui malheureusement, après la réunification du pays, au lieu que ces groupes respectent son manifeste, c'est-à-dire le groupe cessait donc automatiquement, puisqu'il était dit clairement, le groupe continuera à combattre et les Ougandais et les Rwandais jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire national. Mais quand ces gens ont finalement quitté le pays, mais ce groupe n'a pas cessé d'exister. Nous avons fait l'effort pour dire non. S'il y a des gens maintenant qui veulent rester dans l'armée, qu'ils rentrent dans l'armée. Mais nous avons compris, non, avec le temps, avec les armes, les gens ont développé ce que moi j'appelle l'économie de la guerre, l'économie des armes, l'économie facile, déjà au niveau de cette résistance. Et ce faisant, c'est notre population qui se faisait tuer, et la population environnante. Nous nous sommes battus comme députés pour que ces groupes acceptent finalement la reddition. Mais quelle n'a pas été ma surprise? On devrait tout faire pour que certains éléments viennent à Kinshasa. Et ils sont arrivés à Kinshasa. Ils sont passés par la formation. Mais nous serons surpris, et bon matin, non, ces commandants se retrouvent dans la brousse, mes frères. Et c'est là où j'ai compris que la guerre, finalement, était un fort de commerce. Alors, pour avoir dit ça, ouvertement, que finalement la guerre allait se devenir un fort de commerce, j'ai reçu 4 balles de l'armée nationale chez nous. Si je vis encore, Dieu merci. Et j'ai compris effectivement que voilà, première stratégie pour la balkanisation. Nous imposer la guerre. Et la conséquence de la guerre va faire de sorte que la population va finir par accepter, non, le gouvernement de Kinshasa ne fait rien. Acceptons l'autodétermination. Et si la population, comme maintenant, ce n'est pas le cas, la population résiste, on continue à massacrer la population, et c'est pas des méthodes terroristes. On crée la terreur de telle manière que la population est obligée de quitter sa terre. Et une fois quittée la terre, il y a les occupants. Mais ce qui va vous étonner comme moi, l'orateur en a fait allusion. Nos frères, entre guillemets, qui quittaient le Nord Kivu pour l'Ituri, pendant que les Béni, les territoires des Béni, par lesquels ils devraient nécessairement passer, étaient à feu et à sang. Mais ils apprêtaient cette route-là sans que quelque chose ne leur arrive. Mais la population de Béni était massacrée. Puisque pour arriver à Ituri, au sud du territoire d'Irumu, il faut passer par Béni. Nous sommes voisins avec Béni.
Mais comment ces gens qui se déplaçaient à 1000, aucun d'eux ne faisait objet d'attaque? C'était surprenant. C'est la raison pour laquelle nous, députés de l'Ituri, nous étions 4, nous avons fait un déplacement à Béni pour faire épais la traçabilité. Je vous le dis rapidement, mais ces gens ne viennent de nulle part au Congo. Ça a fait du mal. Nous étions menacés. Menacés par les autorités du pays, certainement. Alors, nous avons tenu bon. Nous avons envoyé des éléments. Voici les témoignages. Des éléments venus de Nord Kivu. À l'époque, le gouverneur du Nord Kivu, actuel ministre, je pense, de l'économie, de l'industrie, Julien Paluku, nous l'avons rencontré. C'est avec lui que nous avons reçu des documents avant que l'arrêté ne sorte qui interdisait les déplacements de la population inconnue. Pourquoi inconnue? Puisque aucun village, aucune chefferie, il y a encore moins de groupements de Nord Kivu, que ce soit à Massissi ou à Rutshuru, n'a été vidé de sa population à terme de milliers de frères qui se trouvent maintenant en Ituri. Voilà. Donc, pour nous, nous avions compris qu'ils n'étaient pas des Congolais. Et ce qui nous a encore prouvé davantage, c'est le fait qu'un groupe, après la négociation, a accepté de remettre, d'aller au Rwanda. Et en allant au Rwanda, ils ont remis les cartes des citoyens au gouverneur. Vous pouvez l'appeler. Ils ont remis leurs cartes des citoyens au gouverneur. Alors, pourquoi ils allaient à Ituri? Et quand nous disons maintenant que, comme l'évêque est venu le dire après nous, que ce sont des Rwandais Hutus, chassés de la Tanzanie. De là, ils étaient chassés. Mais notre pays garde le mythisme. La raison pour laquelle les députés à l'époque, nous avions clairement dit, ce mythisme-là, c'est déjà la complicité à la balkanisation. Puisque ce n'est pas normal. Je suis très content que, par rapport à la remarque que nous avions formulée, tout au long du mandat de 2011 à 2018, que le gouvernement s'organise à identifier ces Hutus installés en Ituri. Même pas le gouverneur de la province. Je me rappelle de ce qu'il m'a dit. Le gouverneur me dit, docteur, vous voulez que je meure? Maintenant, posons-nous la question. Quand un gouverneur de la province refuse de procéder à l'identification, au ressassement des immigrés, il dit, il craint pour sa vie. Or, lui, au moins lui, il a la sécurité. Car celui-là qui a la sécurité craint pour sa vie. Hein? C'est que l'affaire est très loin. Alors, en ce qui nous concerne, je suis très content. Le 30 juin, j'ai été surpris par le discours du chef de l'État puisqu'il a abordé cette question-là. Comment il y a des tentatives de balkanisation. Au moins, j'étais content qu'une autorité à ce niveau a parlé. Donc, c'est pour dire, pour moi maintenant, que ceux-là qui avaient peur hier d'en parler, c'est l'occasion maintenant. Vraiment, c'est l'occasion maintenant. On ne peut plus vous menacer comme ça a été notre cas maintenant, puisque le président en a fait écho. Donc, c'est nous. Il ne faut pas seulement voir l'armée comme une défense militaire. Il y a aussi la défense civile. Et cela doit partir de notre conscience. Rappelez-vous, une fois, j'ai lu un document intéressant de sénateur Mutinga, quand il parlait de son pays, avec regret. Il a intitulé ce document, cette réflexion, la République, la RDC, la République des inconscients.
et à voir notre comportement vis-à-vis de notre pays, il a raison. Il a raison. Regarde, le gouverneur refuse d'aller faire son travail. Il dit qu'il a peur pour sa vie. Voilà. Alors, ce qu'il faut maintenant que nous puissions, comme société civile, élite, faire effectivement la pression sur la politique. Et que quelque part, il ne faut pas qu'on considère notre armée comme une armée de poubelles. Moi, j'ai fait plus de 10 ans dans la commission de défense et sécurité. Cette manière de recrutement au sein de notre armée doit cesser. Brassage, mixage, malaxage, qui dit d'accord? Et à chaque fois, ces opérations s'accompagnent de gens qui ne sont pas congolais. Et vous allez voir, avec le temps, nous avons participé pour l'élaboration de la loi organique pour l'organisation, composition, organisation et fonctionnement de notre armée. Vous allez constater une chose, je vous l'ai dit mes frères, que notre armée va se retrouver à terme de commandement avec des gens qui ne représentent pas l'esprit de cette armée-là. Je vais vous lire ce que la Constitution prévoit pour l'armée. C'est à l'article 189. Vous allez voir comment, au sein même de l'armée, la balkanisation se joue aussi. Vous avez suivi? Il y a une armée ordinaire et une armée parallèle. Moi, j'ai vécu ça. Alors, je vous donne la lecture pour que vous ayez une idée. Notre Constitution stipule à son article 189, s'agissant de l'armée, que les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et à toutes circonstances doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée, ainsi que, j'ajoute, soyez prudents là-bas, ainsi qu'à une représentativité équitable des provinces. C'est la Constitution qui le stipule. Mais avec le temps, puisque avec l'âge, nécessairement, il y aura des retraites. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, vous ne verrez les officiers généraux que d'une province, peut-être d'un territoire. Est-ce qu'à ce moment-là, nous aurons une armée républicaine? Pour ceux-là qui ne le savent pas, soyez informés. Je termine là-bas pour dire, au sein de notre armée, il y a des infiltrés, non seulement au sein de l'armée, au niveau même des institutions politiques. Moi, je fais la médecine. Mais je suis en train de me rendre compte effectivement que l'histoire est très importante pour tout le monde. Puisque quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, même sa propre histoire, ignore sa propre identité. Dieu merci, tout passe sauf le passé. Tout passe sauf le passé. Donc l'histoire est très importante. Et nous sommes un peu négligents. Nous oublions rapidement et vite. Est-ce que nous pouvons
nous interroger le 3 août 1988 avec la nouvelle guerre des RCD. Comment 85 officiers de notre armée ont perdu la vue sur l'aéroport de Kavoum. Nous avons déjà oublié ça. 85 officiers à 5 minutes. Nous avons oublié ça. On n'a même pas l'idée de leur faire un monument là-bas. C'est grave. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, puisque ça risque de vous revenir à chaque fois. Cet oubli-là est dangereux. Alors je disais, j'ai terminé pour l'armée, pour dire non, nous devons faire un effort. Même nous, la société civile. Si nous connaissons certaines vérités, et nous nous taisons, nous voulons, non, il faut que seulement le président parle. Mais si le président ne connaît pas, je vais vous dire comment la ville de Goma est tombée dans la main de ceux-là qu'on a appelé CNDP. Je le dis rapidement. Et la personne qui a été citée comme le commandant, le fameux Bosco Taganda. Bosco Taganda, je le connais puisqu'il a évolué chez moi à Ituri. Nous prenions même le verre ensemble. Nous nous connaissons. Mais avec la réunification du pays, il est rentré dans l'armée, promu aussi au de général. Mais les militaires qui se battaient dans le Nord Kivu, à l'époque, la 18e brigade, cette brigade était essentiellement formée des Ituriens, la 18e brigade. Donc ces gens se connaissaient. Et quand Bosco Taganda a décidé de faire la guerre contre la République, il s'est retrouvé à face avec ses amis de l'Ituri de la rébellion. Il s'est communiqué. Première communication, c'est avec le commandant de la 6e brigade, colonel Bati Talika. Celui-là est mon cousin. Il m'appelle que non, nous sommes attaqués. Mais nous avons la puissance de feu sur eux. Cette fois-ci, Bosco n'aura pas la chance comme il en a eu à Ituri. Mais quelques jours après, les mêmes commandants m'appellent, mon petit frère. Il dit non, vieux, ordre Koué, Toti Kayaleka. Vous imaginez ça? Commandement parallèle existait. J'ai échappé le micro un peu. Hein? Donc, Bosco a quitté le secteur de Massissi pour rentrer vers Rutshuru, comme ça. Mais sans armes. Ils sont rentrés sans armes. La 6e brigade a récupéré toutes les armes. Mais arrivé du côté de Rutshuru, Bosco va se ravitailler en armes à la frontière du Rwanda, au-dessus de camp, les camps militaires, les grands camps militaires là, Rumangabo. Il arrive là-bas, il décide d'attaquer Rumangabo. À Rumangabo, les commandants de 2e bataillon d'intervention rapide se trouve aussi être un ancien de l'Ituri qui a combattu avec lui. Il demande à celui-là de le rejoindre. Je lui ai dit non, je suis dans l'armée officielle. Il refuse. Il dit non, vous allez, cette fois-ci vous allez mourir. L'autre dit non, je ne vais pas mourir. 48 heures après, le second ordre arrive. Non, laissez Bosco. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait coupé les ravitaillements. Donc Bosco ne pouvait plus profiter des ravitaillements qui viendraient du Rwanda. Même en nourriture. Donc il a dit on tire aucun coup de feu, ils vont mourir de faim. Mais avant que Bosco et sa troupe ne meurent de faim, l'ordre était déjà tombé, il a libéré. Voilà comment Rumangabo a été déserté. Il est parti avec son armée à Goma.
et de Goma, Bosco est venu les récupérer pour lui dire voilà, qu'est-ce que je te disais. Tout cela pour vous dire que l'armée est infiltrée. Nos institutions politiques ont temps. Maintenant, l'équation nous revient. Il ne faut pas attendre de ces gens-là. Nous devons nous mobiliser, nous aussi, avec eux aussi. Je conclue en disant, le président a fait son discours, il a fait allusion à ce projet de balkanisation qui est réel. Nous sommes en train de les vivre d'une manière insidieuse. Les autres ne les sentent pas. Alors, nous devons être conséquents, puisque l'attitude que nous développons parfois à l'Est, ici à Kinshasa, pendant que nos frères sont massacrés, on ne fait même pas allusion de ça. Nous sommes en train de danser, de boire. Ça fait mal. Et les autres disent, est-ce que c'est là sont vos frères? Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je termine en vous demandant d'être solidaires avec vos frères de l'Est et qu'ensemble, et les chefs de l'État, au sommet, nous combattrons cette balkanisation. Puisqu'ils ont tâté, ils l'ont eu, la balkanisation, ces amis-là, ils l'ont eu avec l'accord de Lusaka. Les pays étaient balkanisés de fait, déjà même de droit. Mais comment ils ont échoué? Ce qu'ils ont échoué, c'est maintenant qu'ils vont les récupérer. Non. En ce qui me concerne, je suis optimiste. De mon vivant, je ne verrai pas la balkanisation de ces pays. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable. J'invite à présent honorable élu de Djougou. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Tabouma Koussé Angel. J'essaierai d'être bref. Je ne sais pas si ce sera facile, mais on va essayer. Honorable Adirod, vous venez de vous parler d'une série de fausses cartes amenées par nos frères Hutus rwandais en provenance de Tanzanie, où ils avaient été réfugiés et chassés par suite. Et ces cartes, honorable Adirod, alors vice-président du caucus des parlementaires de l'Ituri, une fois chez Julien Paluku, voici quelques photos qu'ils ont prises. Vous vous rappellerez que en 2015, des machines d'enrôlement avaient été volées au Nord Kivu. Et en 2015 même là, ils ont commencé à se faire enrôler. Est-ce qu'il y a eu un enrôlement en 2015 en RDC? Non. Je voulais juste vous montrer le travail fait par le groupe de Honorable Adirod. J'ai quelques témoignages que je vais résumer en 2-3 témoignages importants. En Ituri, il n'y a pas de guerre interethnique. L'ennemi de l'Endu, ce n'est pas Hema. L'ennemi de Hema, ce n'est pas l'Endu. L'ennemi de l'Endu, ce n'est pas Mambisa, Ndo, Kebu, et ainsi de suite. Comme vous apprenez qu'il y a un groupe de G5, c'est-à-dire 5 communautés victimes. Non. Nos frères ont été instrumentalisés. Et vous allez vous poser la question de savoir d'où ont-ils obtenu autant d'armes? Voici les 3 sources. La première, que nous avons notée avec certitude et dont nous avons fait rapport au service de l'État, le Sud-Soudan. Nous connaissons même celui qui a facilité l'entrée de ces armes en Ituri. Deuxième source, l'Ouganda, par le lac Albert. Et ça, c'est avec des preuves. Troisième source,
les militaires issus de mixage. On ne va pas se voiler la face parce que nous avons fait rapport au chef, même au président de la République. Tous les rwandophones, source d'approvisionnement en armes aux groupes armés, qu'ils deviennent chefs. On a fait rapport aussi au Premier ministre en tant que caucus. Mode opératoire, c'est la panique. On crée la peur bleue. On viole les femmes. Après avoir violé, bon, on prend. Je serai un peu plus... Je vais parler en adulte. J'espère qu'on a affaire aux adultes. On sabote les sexes féminins. On introduit des morceaux d'arbres ou je ne sais pas, des épis de maïs après l'avoir tué. Éventration. Les femmes enceintes, on s'en occupe. On prend une femme avec un coup de machette ou de hache qu'ils ont. On extrait le fœtus qu'on égorge. Malheureusement, nous avons raté cette photo. Il y en avait 2 comme ça, que nous avons raté à cause de l'insécurité. On incendie tout, on détruit tout, on fait tout pour que le corps, les cadavres soient mutilés, mal. Comme ça, vous aurez peur, vous n'aurez plus envie de retourner dans vos villages de départ. Et ceci a versé près de 2 millions de déplacés internes, de Djougou, même une partie du Roumou sur place là-bas. 2 millions. Et parfois sans assistance humanitaire, pendant au moins 30 jours. Le problème, c'est quoi? Il faut que les gens s'affaiblissent de plus en plus, comme ça, un coup de grippe ou malaria, on est mort. Nous avons posé la question au commandant militaire de l'Ituri. Est-ce qu'il vous est arrivé de mettre la main sur certains groupes pendant les attaques? Ils ont dit oui. Qui sont-ils? On nous a fait rapport. Il y a des Ougandais, des rebelles ougandais. Je parle des rebelles. Il y a aussi des Rwandais, il y a aussi nos frères. Ça même, maintenant, on peut prendre les sons, les éléments sonores de communicateurs de l'armée en Ituri. On se bat contre les Rwandais. Mais parmi ceux sur qui vous avez mis la main, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les présenter? Non, on refuse. Marquage. Toute arme comporte ou porte le marquage. Nous aimerions voir un peu quels sont les marquages ou quel est le marquage sur les armes que vous avez réussi à récupérer. Ça, les militaires ne donnent pas. Ils refusent au secret militaire. Et où vont ces prisonniers rwandais que vous avez récupérés? Les prisonniers de guerre. Ça ne transpire pas. Nous avons été le 18 mai 2005. Qu'est-ce que j'ai dit? 18 mai 2020. Rencontrer aussi la MONUSCO. Parce que comme Honorable venait de le dire, je n'aime pas rentrer dessus, mais je suis obligée parfois de le faire. Nous avons fait des déclarations envahissement de l'Ituri à partir de Tanzanie. Il passe par certains camps de déplacés ou des réfugiés en Ouganda, de Tchaga par exemple. Après, ils prennent Simulik et ils montent. Ils ont déjà occupé une bonne partie du territoire du Roumou.
ils ont déjà occupé aussi quelques localités en territoire de Djougou. On a déclaré, à partir de la première déclaration, je crois, 2006, 2007, là où nous avons écrit, quand nous avons déclaré, après leur retour, honorable Adirodou, le titre de déclaration, c'est même non à la balkanisation. Et toutes ces copies ont été déposées à la présidence de la République, primature, partout nous avons déposé aucune réaction. À telle enseigne que, aujourd'hui, par exemple, quand un journaliste de la RTNC dit « Bon, honorable, nous aimerions prendre quand même quelques sons », beaucoup de députés de l'Ituri les chassent. Sortez, on n'a pas besoin de vous. Qui ne connaît pas votre tendance? Et donc, quand nous avons vu cette dame Leïla, voici sa réponse. Nous venions de dire là, il n'y a pas de guerre interethnique, instrumentalisation de nos frères. Mais maintenant, les quelques Hutus qui essaient qui les pénètrent et qui savent qu'ils ne seront pas dévoilés parce que les plus gradés se trouvent être leurs frères issus de mixage. Et donc, je m'excuse beaucoup, peut-être il y aura un peu d'émotion. Voici ce que Leïla nous dira. Vous tuez vous-même. Et elle va ajouter, elle dit, je ne suis pas prête à envoyer des étrangers, la troupe de MONUSCO, pour aller mourir à votre place. Et elle va ajouter, si aujourd'hui Paul Kagame agit ainsi vers vous, c'est parce que vous êtes incapable de balayer votre case, votre maison. Voilà une grande autorité de MONUSCO. S'il vous plaît, j'ai un témoignage. J'ai interrogé un certain monsieur Lobo, Gérard. Il est de la chefferie de Badjere. Il dira que nous avons reçu ici un groupe de gens, des militaires. Mais ils portent non des tenues de MONUSCO. Nous avons eu l'impression de voir qu'au lieu de bleu ciel, c'est le vert foncé. Est-ce que ce n'est pas des tenues militaires américaines? Il me pose la question. J'ai dit, quel genre de chapeau? Il dit, ceux-là, ils avaient des chapeaux de MONUSCO, mais des tenues qui n'étaient pas des tenues de militaires de MONUSCO. Et ils les ont perçus le 30 mai et le 29 mai à Fataki. Ensuite à Ka, le 30 mai, le 31 mai, vers là-bas. Mais ils sont allés disparaître dans des collines. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit, quel type d'armes avait-il dit? Non, non, des armes simples. Donc rien à faire avec MONUSCO. Parce que MONUSCO, quand ils viennent s'installer quelque part, le casque bleu, c'est avec des armes dont on connaît les types. Et le deuxième témoignage, c'est celui d'Emery, d'un village Louko là-bas, chefferie de Badjé, dit non, il y a des militaires qui ne tolèrent pas la présence des casques bleus et qui n'aiment pas que nous, les civils, nous puissions les approcher. Mais ils sillonnent la journée dans les zones en conflit et les jours où ils sont partis, eh bien nous avons été attaqués. Depuis, nous sommes toujours attaqués. Mais pendant qu'ils étaient là, ils ne sont pas attaqués. Je passe. Chers amis, je vais montrer quelques photos. Je ne sais pas s'il y en a qui vont supporter, mais moi je suis sûre que pour l'amour de notre pays, nous allons supporter. Voici ce que les Ituriens vivent. Et même ce que les Nord-Kivu vivent. Je vais vous montrer des photos récentes. C'est-à-dire des attaques il n'y a pas 2 mois. Voici. Je passerai rapidement. Franchement, par amour pour notre pays, essayez de voir. Vous
Vous ne voyez pas? Et ça, il n'y en a pas moins de 2000. Hein? Ah, okay. Donc, on fait ceci. Vous donnez aux gens. Ah, ok. Oui, je termine avec ça juste. Oui. Vous pouvez pas? Oui. Okay. Et donc, pour terminer, pour laisser la place aux autres, je vais vous dire ceci. Le général Mayele, il nous a laissé une phrase très importante. Quand les hommes chargés de la sécurité, je ne vais pas répéter comme lui, mais pour une idée, pour garder l'idée de ce qu'il avait dit, quand les hommes chargés de la sécurité ne parviennent pas à mettre fin à l'insécurité, c'est qu'ils sont complices de l'insécurité. L'armée est infiltrée. Nous avions suivi un dialogue. Oh, non, l'article 30 nous dit que tout citoyen congolais, mais écoutez, ceux qui viennent là, ce ne sont pas des citoyens congolais. Ce sont des Hutus rwandais, des génocidaires de 94, réfugiés à Tanzanie, et qui sont maintenant de retour, mais que Kagame ne veut pas accepter. Et ceux-là, on leur laisse un couloir pour venir faire la même chose chez nous, en faisant comprendre aux citoyens congolais que vos ennemis, c'est vous-même. Vous avez suivi la réaction de Mme Leila, vous massacrez entre vous et vous-même. Nous vous remercions. Mboko yo Congo, ekolo tobiti la katolo.